Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast numéro 2 de RG Design, l'émission officielle de l'agence web marketing rgdesign.fr. Aujourd'hui, nous traversons les frontières en direction de la Suisse et accueillons Germain Tintoret, expert PrestaShop, e-commerce et fondateur de l'agence Webax. Germain est passionné par la vente en ligne et propose très régulièrement des contenus et tutoriels riches d'enseignements pour développer une boutique e-commerce sur PrestaShop. Bonjour Germain, parle-nous un petit peu de toi et ce qui t'a amené à créer Webax. Salut, alors merci pour l'invitation. Donc, moi je suis Germain Tintoret de Webax, donc je suis basé en Suisse et j'ai créé Webax en 2010. Simplement, déjà pour une première raison, je voulais pas aller travailler en ville dans des grandes agences. Alors je me suis dit, faisons-le depuis mon village. Et c'est vrai que pour avoir une certaine souplesse, si on peut être aux commandes, à travers le web, etc., on est vraiment assez libre. Et puis, moi, je compare souvent ça à un terrain de jeu, un peu comme Minecraft. Le web, on prend des blocs, on assemble, et puis on peut vraiment faire des choses juste incroyables, ce qui est impossible, on va dire, dans une entreprise classique, quoi. Donc, expérience que je recommande vivement à chacun d'essayer un jour dans sa vie, quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement, un petit peu comme les Lego. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on remarque que c'est de plus en plus facile de créer une entreprise, notamment grâce à la croissance du commerce électronique. Oui. Et les consommateurs font de plus en plus confiance aux achats en ligne. On estime qu'aujourd'hui, plus de 95% des achats seront effectués en ligne d'ici 2040. Donc, ça donne quand même une projection assez intéressante sur l'avenir du e-commerce. Et pour faire un petit focus sur la France, la FEVAD, qui est l'organisme, la fédération des e-commerçants en France, nous informe d'ailleurs qu'aujourd'hui, le e-commerce français représente un secteur de plus de 100 milliards d'euros, avec plus de 40 millions de Français acheteurs, 200 000 sites et près de 2 milliards de transactions. Donc le e-commerce ouvre clairement des portes à d'innombrables entrepreneurs aujourd'hui. Et malgré tout, donc, il existe diverses solutions sur le marché. Pourquoi aujourd'hui, Germain, créer un site avec e-commerce avec PrestaShop ? Alors, moi j'ai choisi PrestaShop, c'est un choix. Mais je dis souvent à des gens, il n'y a pas une solution e-commerce meilleure que l'autre. Ça dépend déjà de l'habitude avec laquelle solution on a l'habitude de travailler. On ne peut pas être bon sur toutes les solutions. Ce qui est important, c'est de savoir maîtriser l'outil, c'est ça le plus important. Moi, j'ai fait le choix quand PrestaShop est sorti, parce que quand il est arrivé sur le marché, c'était la fin de OS Commerce. J'ai vu PrestaShop qui arrive avec une interface toute mignonne, etc. J'ai fait waouh, j'ai dit ça me plaît bien, coloré, etc. J'ai commencé comme ça, et aussi par chance, c'est lui qui s'est, on va dire, établi sur le marché de manière durable. Et aujourd'hui, pourquoi je conseillerais PrestaShop ? Parce que déjà, la solution est en français. Donc moi qui ne suis pas un féru de l'anglais, déjà ça m'évite de faire un travail mental pour comprendre la documentation, tout ça, puisque tout est déjà dans ma langue maternelle, donc y compris pour les Français, ça ils aiment bien. Et aussi c'est que finalement le coût de mise en œuvre, c'est 0 €, puisque la solution est open source. Alors bien sûr, on peut toujours rajouter des extensions payantes, mais on va dire on peut démarrer avec un noyau 100% gratuit, payer juste la partie hébergement, et ça suffit pour amorcer, pour mettre le pied à l'étrier pour l'e-commerce, c'est suffisant. Et ensuite, quand on a un peu plus de moyens, là, investir un peu plus pour justement arriver à quelque chose de peut-être plus personnalisé. Mais dans un premier temps, ça permet de démarrer concrètement pour 0 € sans compter, on va dire, la partie hébergement, quoi. Et c'est ça, je trouve vraiment intéressant, quoi. D'accord, donc si je comprends bien, c'est une solution assez flexible et accessible aujourd'hui, PrestaShop. Oui, alors en termes, on va dire, de taille, parce que ça c'est toujours les grandes questions, c'est à qui se dédie la solution PrestaShop. Alors, moi je dirais que de la petite structure à la grande structure, PrestaShop peut correspondre. Après, c'est des choix vraiment, on va dire, aussi politiques. Comme je dis souvent, parce qu'il y a des gens, ils vont dire, une entreprise comme Nestlé, ils vont peut-être prendre du Magento parce qu'à l'interne, ils vont dire il faut prendre le truc le plus gros et solide dans le monde, on va prendre ça. En revanche, souvent, il faut reconnaître les faits, c'est que PrestaShop permet d'aller vite, permet de faire bien et à un moindre coût. Et ça, c'est une réalité. Et de plus en plus, on voit des personnes qui étaient parties sur Magento qui viennent sur PrestaShop parce qu'avec un même budget, ils peuvent faire 2 fois plus de choses, voire plus, sur une solution comme PrestaShop.
Et c'est vrai qu'on voit quand même que la tendance qui est en train de tout ce qu'on fait l'expérience Magento, une partie, reviennent vers la solution PrestaShop qui a bien évolué avec les années, quoi. Donc, je dirais après, c'est vraiment même pour des petites structures, ça correspond, tout comme on peut faire du multi-boutique pour des groupes qui veulent faire de l'international, quoi. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Oui, donc je comprends bien que PrestaShop, en définitive, c'est une solution assez complète, évolutive. D'ailleurs, il y a un peu moins de 3 ans, en novembre 2016, il me semble bien, une nouvelle version de PrestaShop est sortie, la 1.7, et elle promettait notamment des changements pour améliorer diverses expériences au niveau des développeurs, des vendeurs et des clients. Quelle est ton expérience personnelle, Germain, là-dessus? Et surtout, quelles sont éventuellement les particularités que tu as pu noter de cette nouvelle version? Alors, c'est vrai que entre PrestaShop et 1.6 et 1.7, à mon sens, de ce que je vois, c'est surtout, on va dire, la partie technique qui a changé, donc notamment avec surtout la mise en avant quand même de PHP 7 sur la partie donc PrestaShop 1.7 qui est bien, on va dire, qui a bien été intégré, et avec la notion du framework Symfony aussi qui a été embarqué à l'intérieur. Mais concrètement, on va dire dans les faits, qu'est-ce qui a vraiment changé entre l'un et l'autre pour l'utilisateur? Pas grand-chose, parce que finalement, entre 1.6, on avait une interface déjà responsive, dans la version 1.7 aussi. On avait un back-office avec plein de fonctionnalités, que ce soit dans 1.6 ou 1.7. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ils migrent vers 1.7 parce que, on va dire, il y a quand même une course aussi d'un effet de mode. Hein. On a besoin d'un peu de renouveau, on aime de la fraîcheur, mais ça a un coût aussi. Et mon conseil, c'est aujourd'hui, si on est en version 1.6, c'est d'essayer de la faire perdurer encore quelques années en optimisant l'interface et l'expérience utilisateur pour générer plus de ventes. Parce qu'il faut savoir que faire une mise à jour d'un PrestaShop ne génère pas plus de ventes. Ça génère des nouveaux problèmes, ça demande de la nouvelle intégration, ça demande de racheter des modules payants qu'on avait déjà achetés au préalable. Donc je conseille plutôt d'optimiser ce qui existe déjà pour que ça vende plus, plutôt que de faire la course aux mises à jour qui en soi, on va dire, ne rapporte pas plus de cash à l'e-commerçant. En revanche, si vous démarrez un nouveau projet sous PrestaShop, partez sur une version PrestaShop 1.7 qui, elle, sera déjà, on va dire, au goût du jour, quoi. C'est ça. D'accord, donc à présent, en somme, si je comprends bien, donc c'est vraiment au cas par cas, un nouveau e-commerçant ou un ancien e-commerçant qui, en fonction de sa situation, on retrouvera bien dans la solution 1.6 ou la solution 1.7. Oui, pour les nouvelles boutiques qui se créent aujourd'hui, il faut partir en 1.7. Pour les boutiques qui sont sur 1.6 aujourd'hui, ils peuvent temporiser, améliorer l'interface, voire même rendre leur site compatible PHP 7 sans migrer. Et puis pour ceux qui sont avant 1.6, alors dans ce cas-là, oui, on va dire des 1.5 ou 1.4, eux, je les conseillerais effectivement de migrer vers une 1.7, puisque là, entre les 1.5 et 1.4, on est déjà dans une version plus ancienne, quoi, c'est ça. D'accord, ok, en tout cas c'est très intéressant d'avoir ce retour-là. À présent, j'aimerais bien aborder un autre sujet avec toi, Germain. Un sujet important, hein, c'est celui du référencement. Car on dit souvent qu'une boutique en ligne qui n'a pas de visibilité, c'est une boutique qui ne fait pas de business. Quels sont tes conseils aujourd'hui pour apporter de la visibilité et référencer une boutique en ligne sur PrestaShop en particulier? Alors, point que tu soulignes, c'est vraiment important parce que finalement, c'est le problème de tous les commerçants. Faire une boutique, c'est facile. Faire venir des gens qui achètent, alors là, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle. Il y a deux axes. On va dire, il faut déjà soit du temps, soit de l'argent. Il faut une des deux valeurs, obligé. Après, si on a, on va dire, si on a un budget, on a du temps, on va dire que soit on va choisir le canal, on va dire, publicitaire, on paye pour que quelqu'un vienne, ou alors on se dit, on va essayer de se positionner naturellement dans Google avec notre boutique pour justement tenter d'attraper des clients naturellement par le biais du résultat de recherche. Après, je dirais que si vous voulez faire de la pub, le plus simple aujourd'hui, ça serait de faire avec Google Shopping, puisqu'en fait, vous exportez un flux de produits dans Google Shopping, et puis ensuite, vous allez payer au clic.
En fait, ce qui est assez simple, c'est que finalement, vous donnez un flux à Google et ensuite, le flux il est digéré et lorsque quelqu'un recherche parasol rouge, par exemple, eh bien, on verra une photo apparaître avec l'article, son prix, et c'est très incitatif au clic. Par contre, ça dépendra toujours des marchés. Parce qu'il y a des marchés, je prends par exemple le domaine du vin, eh bien, si vous avez une bouteille à 5 euros, etc., si vous payez 1 euro le clic sur le produit, ça va être difficile d'être rentable. Ou alors il faut que le client qu'il achète un gros volume. Inversement, je ne sais pas si vous vendez des matelas de luxe par exemple, puis que le matelas il coûte 2000 euros, eh ben oui, vous pourrez même si le clic il est à 1 euro, eh bien ça pourrait être intéressant de faire ce genre de campagne. Donc ça dépend du contexte. Après, bien sûr, il y a toute la publicité au niveau des réseaux sociaux aussi, donc vers booster des posts, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Donc là, après, ça dépend aussi de la position de l'entreprise. On ne peut pas être sur tous les réseaux, on ne peut pas être partout, donc il faut choisir un canal. Mais une chose est sûre, c'est que la personne qui veut acheter quelque chose, en principe, elle va dans Google, elle dit « je veux ça », et du coup, si elle voit une annonce qui correspond bien, eh bien, il y en a des chances qu'elle clique dessus, il y a des chances que ça convertisse. Ça, on va dire, c'est un petit peu plus pour la partie canal payant. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le monde réel, malgré tout qu'on est dans le web. Le monde réel est important. Des fois, on dit, ouais, tout est sur le web, etc. Il y a qu'à... Mais en fait, on est très loin de ça. Les partenariats physiques, des deals avec d'autres entreprises, etc., même justement le marché B2B est aussi important. Donc ça peut permettre de vendre aussi des plus gros volumes. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a toute cette stratégie qui est aussi possible. Et bien sûr le référencement naturel, donc faire venir naturellement les clients sur le site, ce qui est le plus rentable, parce que si vous êtes capable d'obtenir des clients naturellement, bien après, entre guillemets, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer, vous faites une fois le travail correctement, et si vous le maintenez de manière durable dans le temps, les clients vont trouver vos pages. Par contre, ça implique d'optimiser, on va dire, le contenu du site de manière à ce qu'il soit, on va dire, le plus visible possible pour l'internaute. Et ça, c'est un travail à part entière. Il faut consacrer du temps pour ça, quoi. J'aime bien donner une image là-dessus au niveau du référencement. C'est un petit peu comme un marathon au final, parce qu'on n'a jamais terminé, tout en ayant la nécessité de faire une application et des efforts sur la durée. Parce qu'on crée un socle de base qui va nous permettre de nous positionner sur le long terme, mais qui nécessite en fait un travail régulier et surtout de maintenir la course au final, pour pouvoir se positionner et atteindre, voire dépasser ses concurrents. Même pour les experts, c'est difficile. Ça demande vraiment un effort et une implication aussi du client qui est très importante pour que ça fonctionne. Et comme justement après aussi pour la publicité payante, il faut un message précis et clair adressé à la bonne cible. Si on est trop vague, on arrivera à capter personne, que ce soit au niveau publicitaire payant ou au niveau référencement naturel. Donc ça aussi c'est important, c'est quand vous faites de la pub, ciblez extrêmement bien qui est le client, quel est le message que je lui montre et où je l'envoie. Parce que si c'est trop vague, ça ne vend pas, quoi. Si on s'adresse trop large, on n'arrive pas à convertir, quoi. Donc c'est mieux de dire je vends un collier à paillettes pour chien à une dame de je sais pas 30 ans qui adore la mode et puis qui est extravagante. Voilà. Ça c'est le genre de comportement qu'il faut avoir. C'est très ciblé, mais ça convertira mieux. Pour le référencement naturel, c'est pareil. Faire du contenu ciblé, bien spécifique pour capter les clients qui nous intéressent. D'accord. Et concernant aussi le netlinking, je ne sais pas si tu l'as évoqué de manière détaillée, mais l'importance en fait de faire du lien, de renforcer la visibilité d'un site au travers de l'amélioration de sa popularité. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments là-dessus ? Alors le lien, ça c'est quelque chose de fondamental. Ça c'est simple à comprendre. C'est est-ce qu'on connaît un site populaire qui n'a pas de lien vers lui ? Je crois pas. Impossible. Tout site populaire va avoir des liens vers lui, mais ce qui est normal, parce que si un site est populaire, on va parler de lui, on va le citer, on va le relayer, les médias vont en parler, tout le monde va faire des liens vers eux. Le problème des e-commerce, c'est ça, c'est que vous êtes un site e-commerce, vous vendez des produits,
les gens ne sont pas forcément fans de faire des liens vers vous. Sauf si vous êtes le numéro 1 du bricolage, je sais pas, même en magasin physique, vous ouvrez une boutique en ligne, vous aurez plein de liens vers vous. Parce que les gens vont dire, ah oui, je connais ce site, ah oui, vous avez vu chez eux, ils ont une offre gigantesque. Mais le plus difficile, c'est pour ces petits shops qui se lancent, ou même ces PME, ces TPE qui ouvrent des boutiques en ligne. Très rares sont les autres sites qui font des liens vers eux, parce qu'ils ne sont pas, on va dire, prêts à recevoir des liens, dans le sens où, qu'est-ce qui justifierait qu'on fasse un lien vers ce site-là? Donc du coup, dans ce cas-là, on a plusieurs stratégies possibles. Soit on achète des liens, donc c'est une stratégie possible, mais qui est non naturelle, et on va dire, on sait que ça ne va pas croître. Le jour où on arrête d'acheter des liens, il n'y a pas plus de liens qui se créent. Ou soit on se dit, il faut qu'on essaye d'avoir une approche suffisamment intéressante pour que les gens fassent des liens vers nous. Et ça, c'est un très très gros travail, parce que qu'est-ce qui se fait que quelqu'un un jour se dit dans sa tête, je vais faire un lien vers ce site. Il faut vraiment, contre guillemets, le contenu, et il tabasse puissance 1000 pour que les gens ils se disent, wow, je vais aller faire un lien vers ce site-là. Bien sûr, j'embraye d'ailleurs dessus sur le contenu que tu évoquais tout à l'heure, notamment au niveau spécifiquement dans l'e-commerce. Comment est-ce qu'on va créer et optimiser un contenu qui permette d'apporter de la visibilité à un commerce en ligne dans la mesure où on est souvent sur des fiches produits, des catégories, on n'est pas sur un site vitrine sur lequel on peut aller mettre beaucoup de contenu. En somme, comment est-ce qu'on peut justement optimiser tout ça pour un e-commerce? Alors, la première chose, c'est qu'on n'a pas de chance si on a un e-commerce, parce que Google n'aime pas les sites e-commerce. Dans le sens où, finalement, un site e-commerce, il peut vite générer beaucoup de pages, parce que avec juste un titre, une photo, vous dites, ah, j'ai une page. Et vous pouvez en avoir des milliers. Et Google n'aime pas ça, il comprend très bien que c'est juste un catalogue de vente. Et lui, ce qu'il préfère, c'est les pages de contenu et les pages CMS, les pages qui donnent de l'information, c'est ça qu'il aime. Et donc, du coup, il est difficile pour les e-commerçants de gagner du positionnement, mais je dirais que si un e-commerce il doit optimiser sa boutique, ce qu'il doit déjà faire, c'est avoir déjà le bon nom de produit. Ça semble évident, mais combien de fois je vois le produit qui s'appelle XB2 trait d'union ref, je sais pas, coq par exemple, et ça veut rien dire. Et le client il dit oui, mais oui, on sait que c'est le, je sais pas, on sait que c'est la piscine extérieure. Je dis mais non, où est-ce qu'on voit le terme piscine là-dedans, où est-ce qu'on voit le terme extérieur? Et en fait c'est bien ça le problème, c'est que si le titre du produit ne correspond pas, alors dans ce cas-là, il faut soit le renommer et lui donner un bon titre explicite, soit justement utiliser le meta title. Dans PrestaShop on peut le changer, donc ça veut dire que vous pouvez avoir très, très bien le nom de produit qui s'appelle XB2 et le title que vous donnez à Google, ça passera piscine, hors sol, plastique, etc. Que Google comprenne que c'est une piscine, parce que lui il est aveugle. Si on lui dit XB2, il peut pas comprendre que c'est une piscine. Et donc du coup, si la personne cherche piscine, puis que de l'autre côté on a XB2, ça va pas être compatible, ça marchera pas, quoi. Oui. Ça c'est très important. Oui, tout à fait, dans la mesure où effectivement les consommateurs, les internautes tapent des requêtes bien précises, voilà, qui ne sont pas forcément en cohérence avec le catalogue de référence du commerçant. Oui. Si la personne cherche une piscine, il faut qu'il y ait le terme piscine. S'il n'y a pas le terme piscine, la page ne peut pas sortir. Et ce qui en vient aussi, c'est qu'il y a beaucoup de marchands qui copient directement le catalogue du fournisseur, ce qui est une mauvaise pratique parce que Google comprend que le contenu est copié et il le déclasse. Il faudrait rédiger ça manuellement. Et les marchands disent « Ah mais moi j'ai pas le temps de rédiger manuellement, trop pressé ». S'ils font ça, ils se tirent une balle dans le pied tout de suite et ils auront très peu de visibilité. Donc il faut prendre le temps de rédiger soi-même le texte de manière à ce qu'il soit clair pour Google et unique pour avoir une chance que la page puisse se positionner. Et le problème du contenu copier-coller, il est aussi en interne. Si vous commencez à faire plein de fois le même produit avec les mêmes descriptions, aussi ça va déclasser le contenu. Donc là, dans ce cas-là, c'est bien d'utiliser par exemple le système des URL canoniques pour dire, voilà, on a cette page-là, c'est la page principale, les autres, ce sont des variantes ou des produits qui sont proches, mais on dit ça à Google textuellement, on dit, ne regarde pas ces pages-là, c'est celui-ci le principal.
Google, ce qu'il veut, c'est juste de la qualité. Il va regarder chacune des pages du site et va dire, je vais donner une note de 1 à 100 sur chacune des pages. Si c'est des pages vite fait en 2 secondes, il va dire, ça c'est des pages qui valent 1% ou 0,5% et je les déclasse. Tout le temps que vous passez sur chaque page produit, Google va comprendre et c'est du positionnement que vous pouvez gagner. Ensuite, ce qu'il faut bien faire, c'est appuyer le contenu du site avec du contenu informatif qui aide le client. C'est-à-dire, si moi j'ai une piscine, que je veux acheter une piscine, je veux aussi m'intéresser à faire la vidange de la pompe de la piscine. Alors on me dira, ça sert à rien de savoir ça parce que moi je vends des piscines, les pompes c'est pas sur ce que je vais gagner le plus, mais c'est vital parce que tout ce qui tourne autour du business, Google va regarder aussi les personnes s'ils restent longtemps sur les pages, est-ce qu'ils vont peut-être partager la page, et justement on en revient à si on veut des liens, il faut peut-être expliquer comment on change la pompe de la piscine pour que quelqu'un se dise, ah regardez, il nous explique comment changer la pompe de la piscine, potentiellement il va faire un lien, et comme il a potentiellement un lien, les pages ensuite produits auront peut-être plus de notoriété, et donc du coup pourront émerger petit à petit de la masse. Mais c'est un travail de longue haleine, hein, ça c'est sûr. D'accord. Donc, si je comprends bien, par rapport à tout ce que tu nous as dit, Germain, en soi, pour un contenu efficace et optimal sur les moteurs de recherche, prenons le focus sur Google, on fait un contenu avant tout pour l'internaute qui va être clair, explicite et qui va lui apporter une valeur, tout en prenant en compte aussi le côté technique et la clarté d'information qu'on donne au moteur de recherche qui va venir crawler la page. C'est exact. Et le top, c'est vraiment de se dire, imaginons, je vends du matériel de pêche, ce que mes clients veulent, c'est pas une canne à pêche. Ça, c'est après. Ce qu'ils veulent d'abord, c'est comment pêcher un brochet qui va peser, 10 kilos, comment le sortir de l'eau, comment le montrer à tous mes amis, dire regardez, j'ai pêché ça. C'est ça qui les intéresse. Et après, ils veulent acheter la canne à pêche. Et le truc, c'est que les marchands aujourd'hui disent non, ça ne nous intéresse pas tout ça. Nous, on veut vendre des cannes à pêche. Et en fait, ceux qui comprennent que le client il a plein de problématiques autour du produit, c'est ceux qui vont ramasser le plus d'argent. Parce que les clients ont des problèmes, il faut accepter d'apporter une solution au problème. Et si on fait ça, on va récolter un maximum de trafic. Sauf que ça prend du temps à proposer des solutions, ça ne rapporte pas tout de suite de l'argent, mais le temps passant, c'est une stratégie qui est réellement gagnante. Bon, en tout cas, merci Germain pour tous ces précieux conseils, plein de bon sens, qui, je l'espère, pourront aider nos auditeurs à comprendre la nécessité de développer leur visibilité de la bonne manière. Voilà, c'est vraiment très important. Pour finir, je pose souvent la question aux experts du web et j'aimerais savoir, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance sur le web aujourd'hui? Alors, je dirais, idéalement, il faut choisir un marché de niche. C'est toujours plus facile de se positionner après pour le référencement naturel sur un marché de niche bien segmenté. Alors, ça veut dire même, par exemple, je demande de donner avant le secteur des cannes à pêche, on peut très bien dire, je me segmente sur le marché des hameçons, par exemple, et encore peut-être pire, le marché des hameçons de luxe, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, et imaginons, je sais pas si c'est, même il y a des gens, ils sont capables, je pense, de mettre des hameçons, je sais pas, à X carats au bout de la canne à pêche. Il y a un segment pour ça. Et c'est mieux de faire comme ça, de bien segmenter, parce qu'après on sait exactement à qui on va s'adresser, avec des produits bien spécifiques. Il n'y aura pas un maxi bazar sur la boutique. Des fois, je vois des marchands qui essayent de vendre tout et n'importe quoi en même temps. C'est une erreur. Parce qu'ils ont peur des fois de ne pas avoir une offre assez grande. Mais mieux vaut des fois segmenter, avoir quelque chose de bien spécifique pour une audience bien précise. Toujours plus facile de se positionner et pour la publicité, et pour le référencement, et pour le message qu'on va véhiculer. C'est plus simple. Et bien sûr, être passionné par son domaine, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le e-commerce, c'est l'Eldorado, surtout pour ceux qui vendent des pelles. Je dis comme moi, qui vendent des prestations, etc. C'est intéressant, mais le marché, pour ceux qui doivent vivre de son activité, c'est compliqué. Donc du coup, il faut être passionné dans la durée et ne jamais lâcher, quoi. C'est ça qui va faire la différence, hein, dans les entrepreneurs du web, hein. Ceux qui se lassent après quelques mois parce qu'ils n'ont pas fait de vente et puis qui commencent à avoir la tension et qui ont peur, ceux-là ils vont lâcher. Et puis ceux qui tiennent très longtemps dans la durée, qui sont passionnés, qui vivent ça, ils ont des chances de réussir. Moi, je pense que donc, par rapport à ce que tu viens de dire, s'il y a deux mots qu'il faudrait retenir, c'est expertise et passion au final, hein. Oui. Montrer qu'on est un expert, qu'on est quelqu'un qui maîtrise bien son sujet et au final qui est passionné, qui va donner du contenu intéressant et qui va faire vivre
dans sa boutique son activité au travers d'enseignements riches pour que les potentiels acheteurs, les auditeurs puissent se retrouver dans le contenu au final. Hein. C'est exact. Bon. Germain, merci pour cette interview et pour nous avoir partagé ton expérience sur le e-commerce et PrestaShop. Vous pouvez retrouver Germain sur son site internet webax.ch et sur sa chaîne YouTube. Merci à vous pour nous avoir suivis sur cet épisode. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles en évaluation sur votre plateforme de podcast. Ça nous aidera à nous référencer et à continuer à vous proposer du contenu riche et des interviews d'invités intéressants. Aussi, si vous avez besoin d'aide ou l'avis d'experts dans la création de votre site internet, e-commerce ou référencement, je vous rappelle notre adresse rgdesign.fr. À très bientôt sur la chaîne de podcast de RG Design.